L'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord organisait en décembre dernier sa première édition des Journées de l'éthique en établissement de santé et médico-social à l'attention des professionnels concernés. Il s'agit d'échanger avec les professionnels des structures médicales ou médico-sociales accueillant des personnes âgées, porteurs d'un handicap ou présentant des troubles psychiques et de les sensibiliser à la dimension éthique du soin et du prendre soin. Que la pratique éthique au travers de la prise en charge des personnes, du soin, de l'accompagnement, puisse être présente, incorporée et que les gens puissent en faire usage dans leur pratique de professionnelle. On est tiraillé entre le fait que les gens doivent être considérés autonomes et qu'ils peuvent être vulnérables parce qu'ils ont un retard mental, parce qu'ils ont des troubles psychotiques. Des fois, on est tiraillé entre les problèmes d'intimité et de protection. On est tiraillé sur ce que c'est que l'expression de l'affectivité de quelqu'un qui peut s'exprimer par des comportements sexuels. Pourtant, ce sont deux choses différentes, même s'il y a une continuité. Donc voilà, toutes ces questions sont, du moins pour cette journée, sont au cœur de ce qu'on veut partager. L'un des points discutés concernait la perte d'autonomie. Ce que l'on entendait par là, pouvoir en définir le contour, autant d'échanges qui ont pour but à terme de bénéficier aux personnes. Quand on dit qu'une personne a perdu son autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est plus capable de rien, Non, souvent on dit qu'il a perdu son autonomie parce qu'il ne peut plus marcher. Mais du point de vue autonomie philosophique, décisionnelle, il l'a toujours. Donc c'est très dangereux de dire qu'il a perdu son autonomie. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y avait différentes sortes d'autonomie, et que quand on parle de perte d'autonomie, c'est l'autonomie fonctionnelle. Mais le reste de l'humain persiste, il est toujours là. Et donc on doit s'adresser à son autonomie philosophique, c'est-à-dire la volonté et de la pensée. L'approche de l'intimité de ces personnes était aussi discutée. Comment l'aborder? Comment se positionner en tant que professionnel de l'institution? Une étude d'un cas fictif issu d'expériences professionnelles était proposée par l'espace éthique du Grand Est. Tout ce qui touche à la sexualité, à l'intimité, ça reste assez tabou. Et pourtant, c'est quelque chose, des notions auxquelles sont confrontés pratiquement tous les professionnels de santé. Parce que ça fait partie de la vie. Donc dès lors que l'on travaille dans un établissement, que l'on est avec des patients, des résidents, c'est des choses auxquelles on est confronté, dont on n'ose pas forcément parler avec la direction, avec les autres soignants. Et pourtant, il faut faire avec. Il faut faire avec pour le bien des patients et des résidents. Donc c'est fondamental d'en parler. Et l'atelier qu'on avait ce matin, justement, permettait de travailler avec toutes les personnes qui étaient là pour voir comment faire au mieux. Un peu sous forme de jeu, avec des cartons de couleurs, on vote, on discute, on explique pourquoi. Mais parce que c'est ça, l'éthique, c'est aussi dans la discussion. Il n'y a pas une vision unique de voir les choses, c'est toujours avec autrui qu'on arrive à construire une solution. Vendredi 14 décembre, nous sommes cette fois-ci au centre gérontologique Kalana à Bouillante pour cette deuxième journée de l'éthique en établissement. Elle correspond à un double objectif, celui donc de l'espace de réflexion éthique des îles de Guadeloupe pour répondre à ces missions qui sont de former et d'informer les professionnels qui exercent en établissement de santé et en établissement médico-social. Et le deuxième objectif, c'est de répondre aux questions des soignants sur un sujet très difficile, la fin de vie. La matinée était consacrée au concept d'éthique et d'autonomie, puis à la loi Clay-Leonetti sur la fin de vie. Le topic principal d'aujourd'hui sera sur la limitation thérapeutique, c'est-à-dire toutes les techniques, toutes les méthodes, toute la réflexion qu'on doit avoir pour éviter l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Donc en gros, on va travailler sur comment faire en sorte pour ne pas avoir d'acharnement thérapeutique. Voilà. Ce matin, j'ai fait une présentation sur les notions de morale, d'éthique, de droit. Cet après-midi, on présente un cas clinique. On a construit avec ma collaboratrice un cas clinique où on va montrer comment on peut arriver à une obstination déraisonnable si on ne fait pas attention et comment on peut éviter d'aller vers l'obstination déraisonnable. Ces échanges autour de la fin de vie, où se mêlent plusieurs critères de réflexion, parfois contradictoires, permettent à ce que soient mises en exergue des problématiques impliquant également les professionnels d'un point de vue éthique. Très souvent,
on est embêté parce qu'il y a le positionnement des médecins, il y a des fois le positionnement des paramédicaux et il y a la volonté du patient. Il est des fois difficile de faire ressurgir la volonté du patient par rapport au poids, on va dire, du monde médical. Et moi, j'ai toujours voulu faire passer vraiment le bien, mais à la fois de l'individu et le bien de tous, avant justement ce paternalisme médical qu'on a très souvent l'occasion de voir au CHU et dans les différentes instances médicales. En éthique, nous discutons, nous réfléchissons, nous regardons les valeurs, nos valeurs qui sont mises en difficulté, les conflits qui nous opposent en fonction de nos représentations, en fonction de nos croyances, en fonction de notre éducation. Et c'est avec toute cette discussion que nous essayons justement de trouver des solutions. Ces 2 journées de l'éthique en établissement auront permis pour les uns de se rencontrer et d'échanger, et pour d'autres de s'informer.